Mes parents ont exigé que je donne ma maison au bord du lac à ma sœur. Ma mère a hurlé, « Tu es célibataire, elle a une famille. » Je l'ai vendue en secret. Mon père est entré par effraction pour changer les serrures, sans savoir que le propriétaire était un policier d'État. Il existe un silence particulier que l'on ne trouve qu'au bord d'un lac, juste au moment où le soleil commence à plonger derrière la lisière des arbres. Ce n'est pas un silence vide. Il est rempli du clapotis de l'eau contre les pilotis du quai, des criquets accordant leurs instruments pour l'orchestre du soir, et du murmure du vent dans les vieux pins. Pour moi, ce silence était coûteux. Il m'a coûté 3 ans de ma vie, chaque week-end que j'avais, et près de 150 000 € de mes économies durement gagnées. Mais alors que j'étais assise là, sur la terrasse que j'avais poncée et teinte de mes propres mains, sentant l'odeur du cèdre frais et regardant la lumière danser sur l'eau, je savais que chaque centime en valait la peine. Je m'appelle Amélie. J'ai 33 ans et je travaille comme architecte paysagiste en ville. La plupart des gens qui me connaissent professionnellement me voient comme quelqu'un d'organisé, peut-être un peu réservé, et extrêmement concentré. Ils voient la femme qui gère des équipes d'entrepreneurs et conçoit des jardins à 6 chiffres pour de riches clients. Ils ne voient pas la version de moi qui existe ici, au chalet du lac. Ici, je suis juste moi. Je suis la femme qui porte une salopette tachée de peinture et boit une bière bon marché en admirant un mur de soutènement parfaitement nivelé. Ce chalet n'a pas toujours été un sanctuaire. Quand ma grand-mère est décédée il y a 4 ans, cet endroit était à peine une structure. C'était une cabane en ruine qui n'avait pas vu un coup de peinture fraîche depuis les années 1990. Le toit fuyait à 3 endroits. Les fondations s'affaissaient dangereusement du côté nord, et l'intérieur sentait un mélange de moisissure et de naphtaline. À la lecture du testament, ma famille a carrément ri. Ma sœur cadette, Chloé, a hérité de la collection de bijoux de grand-mère et de la berline plus récente. Mes parents, François et Isabelle, ont reçu la majeure partie des économies et la maison familiale principale. J'ai eu la propriété au bord du lac, que mon père appelait affectueusement le gouffre financier. Bonne chance avec ça, Amélie, m'avait dit mon père en me tapant sur l'épaule avec un sourire narquois. Tu dépenseras plus pour la démolition que la valeur du terrain. Tu devrais juste vendre le lot à un promoteur et en finir. Mais je ne voulais pas le vendre. J'ai vu quelque chose dans cette structure solide. En tant qu'architecte paysagiste, j'ai vu le potentiel du terrain en pente menant à l'eau. J'ai vu comment la lumière du matin frappait la fenêtre de la cuisine. Et plus que tout, j'y ai vu une échappatoire. J'y ai vu un endroit qui pourrait être à moi et à moi seul. Un endroit où je n'étais pas la déception de François et Isabelle ou l'ombre de Chloé. Alors, je l'ai gardé. J'ai contracté un prêt. J'ai appris à poser du placo. J'ai appris à rejointoyer les briques. Je passais mes vendredis soirs à conduire 3 heures hors de la ville, à travailler jusqu'à ce que mes muscles hurlent de douleur, à dormir sur un matelas pneumatique dans une chambre poussiéreuse, et à rentrer tard le dimanche soir. Mes amis ont cessé de m'inviter à sortir parce que je travaillais toujours sur le chalet. Ma vie amoureuse s'est étiolée et est morte parce que, franchement, j'étais marié à cette rénovation. Et maintenant, enfin, c'était fini. J'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai regardé autour de moi. La terrasse était impeccable. À l'intérieur, le salon à air ouverte présentait une cheminée en pierre restaurée et des baies vitrées allant du sol au plafond qui encadraient le lac comme un tableau vivant. La cuisine avait des comptoirs en quartz et des armoires sur mesure que j'avais installées moi-même. Le jardin était un chef-d'œuvre de plantes indigènes et de sentiers en pierre. Sa valeur était estimée à près de 3 fois ce que j'y avais investi. Mais la valeur n'était pas en euros. La valeur résidait dans la paix. C'était le seul endroit sur Terre où je me sentais en sécurité. C'était le seul endroit où je n'avais pas l'impression d'attendre que le couperet tombe. Mon téléphone a vibré sur la balustrade à côté de moi, résonnant agressivement contre le bois. L'écran s'est allumé, brisant l'atmosphère crépusculaire. Le nom sur l'écran était maman. Mon estomac se noie de cette façon familière, un mélange d'anxiété et d'épuisement que j'avais été conditionné à ressentir depuis mon enfance. J'ai fixé le téléphone, hésitant à le laisser aller à la messagerie vocale. Mais je savais que si je ne répondais pas, elle appellerait papa. Et si papa appelait, il serait en colère. Et si papa était en colère, toute ma semaine serait misérable. J'ai soupiré, posant mon verre de vin. La paix était terminée. Les sangsues m'avaient retrouvé. J'ai glissé mon doigt sur l'écran et porté le téléphone à mon oreille.
Salut, maman. Amélie, pourquoi mets-tu si longtemps à répondre? Sa voix était stridente, fendant l'air calme du soir comme une sirène. Ça fait 10 minutes que je t'envoie des textos. J'étais dehors, maman. Je n'avais pas mon téléphone sur moi. J'ai menti. Est-ce que tout va bien? Tout est merveilleux, en fait. Mieux que merveilleux. Nous organisons un dîner de famille dimanche, à 17h. Ne sois pas en retard. Ce n'était pas une question. C'était une convocation. Maman, je suis au lac. C'est à 3 heures de route pour rentrer. Je travaille tôt lundi matin. Oh, arrête d'être si dramatique. Elle m'interrompit. Tu peux rentrer dimanche matin. C'est important, Amélie. C'est une grande annonce. Chloé et Julien seront là. Nous n'avons pas réuni toute la famille depuis des mois. Une grande annonce. Cela signifiait généralement que Chloé avait fait quelque chose et que nous étions tous censés applaudir, nous réjouir et donner de l'argent. D'accord, dis-je, les épaules affaissées. Je serai là. Bien. Et mets quelque chose de joli. Pas ces vêtements de travail que tu traînes toujours. Elle a raccroché avant que je puisse dire au revoir. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone. Le magnifique coucher de soleil semblait soudain un peu plus gris. C'était la dynamique. Ça avait toujours été la dynamique. En grandissant, il y avait 2 rôles distincts dans notre foyer. Chloé était l'enfant prodige. Elle était jolie, pétillante, et ne pouvait rien faire de mal. Si elle ratait un examen, c'était la faute du professeur. Si elle accidentait la voiture, c'était la faute de l'autre conducteur. Et puis il y avait moi. J'étais la responsable, la joueuse polyvalente, le bouc émissaire. Si j'avais d'excellentes notes, c'était attendu. Si j'avais besoin d'aide, j'étais nécessiteuse. Je me souviens de ma remise de diplôme universitaire. J'avais eu 2 emplois pour payer mes frais de scolarité afin de ne pas avoir de prêt. Mes parents m'ont donné une carte et un chèque cadeau de 50 € pour une librairie. 2 ans plus tard, quand Chloé a obtenu son diplôme de justesse en études générales, ils lui ont acheté un cabriolet flambant neuf parce qu'elle avait travaillé si dur. Je conduisais encore ma Renault Clio de 15 ans à l'époque. Quand j'ai demandé pourquoi ils avaient fait ça, papa a juste haussé les épaules et dit, « Chloé a besoin d'une voiture fiable pour se rendre aux entretiens. Tu es déjà établie, Amélie. Tu peux te débrouiller toute seule. » C'était le refrain de ma vie. Amélie peut se débrouiller toute seule. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était l'espace émotionnel. Quand nous étions adolescentes, Chloé a décidé qu'elle avait peur du noir et ne pouvait pas dormir dans sa chambre car elle donnait sur les bois. Alors, mes parents m'ont fait échanger de chambre avec elle. J'ai abandonné la grande chambre avec la baie vitrée et j'ai emménagé dans le petit débarras près des escaliers du grenier. Chloé a rempli mon ancienne chambre de posters et de vêtements et ne m'a jamais remercié une seule fois. J'étais assise là sur ma terrasse, le souvenir laissant un goût amer dans ma bouche. J'ai regardé mon chalet, mon magnifique chalet du lac, robuste et rénové. C'était la seule chose qu'il ne m'avait pas donnée. C'était la seule chose dont il ne pouvait pas s'attribuer le mérite. Il n'avait pas levé le petit doigt pour m'aider à le construire. En fait, il n'était venu que 2 fois en 3 ans. Les 2 fois, ils avaient critiqué les couleurs de la peinture et s'étaient plaints que la route était trop longue. Je me suis levé et je suis rentré, verrouillant la lourde porte coulissante en verre derrière moi. J'ai ressenti un étrange sentiment de pressentiment, une lourdeur dans ma poitrine qui me disait que ce dîner du dimanche ne serait pas juste un autre poulet rôti et une conversation polie. J'ai passé le reste du week-end à nettoyer le chalet, à frotter des sols déjà propres, essayant d'évacuer l'énergie nerveuse. Le dimanche matin, alors que je préparais mon sac pour retourner en banlieue, j'ai jeté un dernier regard sur le lac. Je reviens vendredi prochain, ai-je murmuré à la maison vide comme si je faisais une promesse à un amant. Je n'avais aucune idée que je mentais. La maison de mes parents sentait toujours le pot pourri et le jugement. Quand je suis arrivé dans l'allée à exactement 16h55 le dimanche, j'ai vu la voiture de Chloé déjà là. C'était un nouveau SUV. Bien sûr que c'en était un. Julien, son mari, était en train de le lustrer dans l'allée. Julien était un gars assez sympa, je suppose, mais il avait une volonté de méduse.
Il travaillait à temps partiel dans la quincaillerie de son oncle et passait le reste de son temps à travailler sur son roman ou à jouer aux jeux vidéo. Il s'intégrait parfaitement dans notre dynamique familiale car il ne défiait jamais mon père. Salut, Amélie. Julien fit un signe de la main en tenant un chiffon en microfibre. Ça fait longtemps. Comment va la cabane? Elle est terminée. En fait, dis-je en attrapant mon sac. Et c'est un chalet, Julien. Pas une cabane. Il a ri. Un petit rire nerveux. C'est vrai. C'est vrai. Le domaine. Vas-y, entre. Ta mère t'attend. À l'intérieur. La table était mise avec la belle porcelaine. C'était sérieux. Ma mère Isabelle s'affairait dans la cuisine en tablier, fredonnant pour elle-même. Mon père, François, était assis dans son fauteuil inclinable à regarder le golf. La voilà, dit papa, sans quitter la télé des yeux. Tu arrives juste à temps, n'est-ce pas? Je suis 5 minutes en avance, papa. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Maman nous a tous fait asseoir à table. Nous avons une grande nouvelle. Nous nous sommes assis. Le poulet rôti était sec comme toujours, mais nous l'avons tous mangé et complimenté la chef comme l'exige la loi dans cette maison. Chloé vibrait pratiquement sur sa chaise. Elle regarda Julien, puis maman, puis papa. D'accord, je ne peux plus attendre. Chloé piailla. Elle se leva et sortit une petite photo d'échographie de sa poche, la claquant sur la table. Nous sommes enceintes. Maman poussa un cri de joie, applaudissant. Papa se leva et serra vigoureusement la main de Julien. Un petit-fils ou une petite-fille? Enfin, j'ai affiché mon plus beau sourire. Félicitations, Chloé. C'est une nouvelle incroyable, et je le pensais, en grande partie. J'adorais les enfants. J'espérais que la maternité aiderait Chloé à grandir. Merci. Chloé rayonnait. Mais cela nous amène à la deuxième partie de la discussion. La pièce devint silencieuse. Maman essuya une larme de son œil et s'assit, son visage devenant sérieux. Elle tendit la main et prit celle de Chloé. Nous avons discuté. Maman commença, sa voix baissant à ce ton maternel raisonnable qu'elle utilisait juste avant de demander quelque chose de déraisonnable. Chloé et Julien sont actuellement dans ce 2 pièces en centre-ville. C'est au 4e étage sans ascenseur. C'est bruyant. Le quartier devient difficile. Et ce n'est absolument pas un endroit pour élever un bébé. D'accord, dis-je lentement, en prenant une gorgée d'eau. Alors, vous cherchez un nouvel endroit? Nous avons cherché, intervint Julien. Tout est si cher en ce moment. Les taux d'intérêt sont fous. Nous ne pouvons pas obtenir un prêt immobilier pour quelque chose de décent avec ma situation de revenu actuelle. Exactement, dit papa, coupant son steak agressivement. La famille doit se serrer les coudes. Nous avons besoin d'une solution. Les 3 pères Dieu se tournèrent vers moi. Je me figeai. Ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Pourquoi me regardez-vous? Amélie, chérie, dit maman, avec ce doux sourire toxique. Tu as ce grand chalet au bord du lac. Il est entièrement rénové maintenant, n'est-ce pas? 3 chambres, 2 salles de bain, un grand jardin pour qu'un enfant puisse jouer. Oui, dis-je, mon sang se glaçant. C'est vrai. Et tu es célibataire, déclara papa. Ce n'était pas une observation, c'était une accusation. Tu vis dans ton appartement en ville pendant la semaine. Tu n'y vas que les week-ends. C'est du gâchis. Ce n'est pas du gâchis, dis-je, ma voix tremblant légèrement. C'est ma maison. Je l'ai construite. Personne ne dit que tu n'as pas travaillé dur dessus. Maman me calma. Mais Chloé est ta sœur. Elle apporte une nouvelle vie dans cette famille. Elle a besoin d'une maison sur Ebel, et tu en as une qui ne sert à rien. Que demandez-vous? Demandez-je, bien que je sache déjà. Nous ne demandons pas, dit papa, me regardant droit dans les yeux. Nous avons décidé que c'est la bonne chose à faire. Tu devrais céder le chalet du lac à Chloé et Julien comme cadeau de naissance, un départ pour leur nouvelle famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardai Chloé. Elle n'était même pas gênée. Elle avait l'air pleine d'attente.
Elle avait l'air d'attendre que je lui remette les clés sur le champ. Vous voulez que je leur donne ma maison? J'ai étouffé. Un chalet d'une valeur d'1 demi-million d'euros gratuitement. Tu pourras toujours venir nous voir. Chloé gazouilla. Nous garderions la chambre d'amis pour toi. Tu peux venir quand tu veux. Enfin, peut-être appeler d'abord car avec le bébé, nous aurons besoin d'intimité, mais c'est toujours, tu sais, une propriété familiale. Ce n'est pas une propriété familiale, dis-je en me levant. Mes jambes semblaient faibles. C'est ma propriété. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon argent a payé les matériaux. Ma sueur est dans ces murs. Ne sois pas égoïste, Amélie. Maman lança, sa douce façade tombant instantanément. Tu as un bon travail. Tu peux te permettre ton appartement. Chloé n'a rien. Veux-tu que ta nièce ou ton neveu grandisse dans un taudis? Ce n'est pas mon problème. J'ai crié. Je n'avais jamais crié sur eux avant. Je ne vous donne pas ma maison. Êtes-vous folle? Papa frappa sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Surveille tonton. Nous sommes une famille. Nous nous aidons les uns les autres. Tu as plus que ce dont tu as besoin, et ta sœur est en difficulté. Tu vas le faire. Non, dis-je, je ne le ferai pas. J'ai attrapé mon sac à main. Si tu sors par cette porte, cria maman en se levant. N'ose même pas penser à revenir avant d'avoir retrouvé la raison. Tu ruines la joie de cette famille. Tu es une petite fille jalouse et amère. J'ai 33 ans, maman, dis-je, la main sur la poignée de la porte. Et pour la première fois de ma vie, j'agis en conséquence. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. Je suis parti, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Je ne le savais pas alors, mais je venais de tirer le premier coup dans une guerre que je n'avais jamais voulu mener. Mais s'ils voulaient ma maison, ils allaient devoir me passer sur le corps. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils n'avaient aucune intention de me passer sur le corps. Ils comptaient me contourner. Le trajet de retour en ville ce dimanche soir fut un tourbillon de larmes et de rage contenue. J'ai éteint mon téléphone à mi-chemin car les notifications arrivaient si vite qu'elles me distrayaient de la route. Quand je suis enfin arrivé à mon appartement, en sécurité derrière ma porte à double tour, j'ai fait l'erreur de le rallumer. 37 appels manqués, 14 messages vocaux, 62 SMS. Ce n'étaient pas seulement mes parents. C'étaient les singes volants. Dans les dynamiques familiales narcissiques, les singes volants sont les complices, les personnes que l'agresseur recrute pour faire son sale travail et harceler la victime. Mon téléphone était plein de messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, de tantes qui ignoraient habituellement mon anniversaire, et même de quelques amis de Chloé. Un texto de tante Martine disait « J'ai entendu dire que tu avais fait pleurer ta mère ce soir. Comment peux-tu être si sans cœur avec une femme enceinte? Les liens du sang sont plus forts que tout, Amélie. » Un autre d'un cousin. Waouh. Refuser d'aider ta sœur. C'est bas, même pour toi. Il peignait une histoire où j'étais la méchante, le dragon avide assis sur un tas d'or, tandis que la pauvre sainte Chloé était jetée à la rue. Aucun d'entre eux ne mentionnait que Chloé conduisait un SUV de luxe, ou que mes parents revenaient tout juste d'une croisière il y a 2 mois. Les faits n'importaient pas. L'histoire importait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis allé travailler le lundi matin, tournant à la caféine et à l'adrénaline. J'ai essayé de me concentrer sur les plans paysagers du domaine Miller, mais mes mains tremblaient. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne, mais ils ne se sont pas contentés d'appeler. Ils ont intensifié. Le mercredi après-midi, j'étais en réunion avec un fournisseur dans le hall de mon immeuble de bureau. Mon entreprise est petite mais prestigieuse, située dans un immeuble au mur de verre en centre-ville. Le professionnalisme est primordial. Soudain, j'ai entendu une agitation près de la réception. Je suis sa mère. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma fille. Mon sang se glaça. J'ai levé les yeux pour voir ma mère, Isabelle, debout à la réception. Elle portait ses vêtements du dimanche, une modeste robe à fleurs et un gilet, mais son visage était tordu par un masque de fureur vertueuse. La pauvre réceptionniste, une jeune fille de 20 ans nommée Sarah, avait l'air terrifiée. « Maman », dis-je en m'approchant rapidement. Il fallait que je la fasse sortir de là avant que mon patron ne sorte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Maman se retourna et son visage s'effondra instantanément. Elle éclata en sanglots théâtraux bruyants. Amélie. Oh, Amélie, Dieu merci. S'il te plaît, tu dois écouter la raison. Elle se jeta sur moi, m'attrapant les bras. Le fournisseur avec qui j'étais en réunion regardait avec de grands yeux. Maman, arrête, sifflai-je, essayant de me dégager. C'est mon lieu de travail. Tu dois partir. Nous ne pouvons pas laisser ta sœur être sans abri, se lamenta-t-elle assez fort pour que tout le bureau l'entende. Comment peux-tu être si cruel? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Nous sommes une famille. Tu as ce grand chalet vide, et tu le laisses pourrir pendant que ta sœur souffre. Il ne pourrit pas, maman. Il est entièrement rénové, et Chloé n'est pas sans abri, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts. S'il te plaît, arrête de faire une scène. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas signé les papiers. Elle fouilla dans son grand sac à main et en sortit une enveloppe Kraft. Papa les a fait rédiger par le notaire. C'est un simple acte de donation. Signe, Amélie. Signe et prouve que tu nous aimes. Elle essaya de me fourrer l'enveloppe dans les mains. J'ai reculé et l'enveloppe est tombée au sol, éparpillant des papiers sur le carrelage poli. Dehors, dis-je, la voix tremblante. Dehors, tout de suite, ou j'appelle la sécurité. Elle cessa de pleurer instantanément. Ses yeux se plissèrent en fente. Tu appellerais la sécurité pour ta propre mère? Oui, dis-je. Je le ferai. Mon patron, Monsieur Dubois, sortit de son bureau. C'était un homme sévère qui ne tolérait aucun drame. Amélie, y a-t-il un problème? Non, monsieur, dis-je, le visage brûlant d'humiliation. Ma mère était sur le point de partir. Maman regarda Monsieur Dubois, puis moi. Elle réalisa qu'elle avait perdu cette manche. Elle lissa sa robe, se pencha pour ramasser les papiers, et me foudroya du regard avec un pur venin. Tu es une déception, murmura-t-elle assez bas pour que seul moi l'entende. Ton père avait raison à ton sujet. Elle se tourna et sortit par les portes tournantes. Je suis resté là, dans le hall, sentant les regards de mes collègues me brûler le dos. Je voulais disparaître. Je voulais me rouler en boule et mourir. Mais au lieu de ça, je me suis excusé auprès du fournisseur, je suis allé aux toilettes, je me suis aspergé le visage d'eau froide, et je suis retourné travailler. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça n'allait pas s'arrêter. Ils n'allaient pas accepter un non. Ils allaient détruire ma vie, morceau par morceau, jusqu'à ce que je cède. Le jeudi, le choc initial s'était dissipé, remplacé par une paranoïa froide et dure. J'avais bloqué les numéros de mes parents ainsi que ceux de Chloé et Julien. J'ai mis mes réseaux sociaux en privé. Je pensais avoir construit un mur, mais je ne réalisais pas qu'il creusait déjà un tunnel en dessous. J'étais sur un chantier, supervisant l'installation d'un bassin à carpe-coï, quand mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait Monsieur Bernard. Monsieur Bernard était un vieil ami de mon grand-père. Il avait la fin de la soixantaine, un homme bourru mais gentil qui avait été l'agent immobilier pour le chalet du lac lorsque ma grand-mère l'avait acheté dans les années 80. C'est lui qui m'avait aidé à naviguer dans le processus de succession lorsque j'en avais hérité. C'était l'une des rares personnes dans ma ville natale en qui j'avais vraiment confiance. Bonjour, Monsieur Bernard, répondis-je, en essuyant la terre de mes mains. Comment allez-vous? Je ne vends pas si c'est pour ça que vous appelez. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil, Amélie. La voix de Monsieur Bernard semblait sérieuse. Tendue. Je sais que vous ne vendez pas. C'est pour ça que j'appelle. J'ai eu la visite de votre père ce matin. Mon estomac se serra. Que voulait-il? Il est venu au bureau pour demander des copies des plans cadastraux et de l'acte de propriété original, dit lentement Monsieur Bernard. Il m'a dit que vous aviez perdu vos copies et que vous lui aviez demandé de les récupérer pour vous. Il a dit que vous vous prépariez à lui transférer le titre de propriété à des fins de protection d'actifs. C'est un mensonge, dis-je, serrant le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Je ne lui ai jamais dit ça. J'ai mon acte de propriété dans un coffre-fort. Je m'en doutais. M. Bernard soupira. Je lui ai dit que je ne pouvais pas divulguer les documents d'un client sans la présence du propriétaire. Il s'est agité. Il a mentionné avoir une procuration au dossier. Le monde sembla basculer. Une procuration. Oh mon Dieu, murmurai-je.
Amélie. Quand j'avais 22 ans, balbutiai-je, mon esprit retournant dans le temps. J'ai eu cette opération du dos. J'étais sous anesthésie et en convalescence pendant des semaines. Ils m'ont fait signer une procuration pour qu'ils puissent gérer mes factures médicales et mes comptes bancaires pendant que j'étais inapte. L'avez-vous jamais révoqué? Demanda doucement Monsieur Bernard. Je ne pense pas. Je pensais qu'elle avait expiré ou j'ai juste oublié. Nous ne l'avons plus jamais utilisée. Les documents de procuration n'expirent généralement pas, à moins que vous ne spécifiez une date ou que vous ne les révoquiez par écrit, expliqua Monsieur Bernard. S'ils ont encore ce document et s'il s'agissait d'une procuration générale durable, Amélie, ils pourraient légalement signer un acte de vente en votre nom. Ils pourraient se vendre la maison pour 1 euro, et ce serait techniquement légal. J'avais l'impression que j'allais vomir. Ce n'était plus seulement une demande. C'était un vol. Ils prévoyaient activement de voler ma maison en utilisant un morceau de papier que j'avais signé alors que j'étais vulnérable et souffrante il y a 10 ans. Que dois-je faire, Monsieur Bernard? Demandai-je, la panique montant dans ma gorge. Vous devez vous rendre immédiatement à la mairie et déposer une révocation, conseilla-t-il. Mais Amélie, s'ils sont aussi déterminés, une révocation ne fera que les ralentir. S'ils présentent ce vieux document à une autre agence immobilière ou à un notaire qui ne vous connaît pas, il pourrait quand même le faire passer avant que la révocation n'entre dans le système. La fraude immobilière arrive plus souvent qu'on ne le pense. J'ai regardé le jardin paisible que je construisais pour mon client. Il semblait à des millions de kilomètres du chaos de ma propre vie. Ils sont allés au chalet hier, dis-je, me souvenant d'une notification de ma caméra de sécurité que j'avais ignorée parce que j'étais trop déprimé pour regarder. Ils sont probablement en train de prendre les mesures pour les rideaux. Amélie, écoutez-moi, dit Monsieur Bernard, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Si vous voulez sauver la valeur de ce chalet, vous devez vous en débarrasser. Vous devez le vendre à un tiers. Une fois qu'il est vendu à un acheteur de bonne foi, vos parents ne peuvent plus y toucher. L'argent va sur votre compte en banque et le chalet appartient à quelqu'un d'autre. Le vendre? La pensée me brisa le cœur. J'ai passé 3 ans à construire cet endroit, Monsieur Bernard. C'est mon âme. Je sais, ma petite. Je sais. Mais voulez-vous garder le chalet et mener une guerre juridique avec vos parents pendant les 5 prochaines années? Voulez-vous qu'ils se présentent chaque week-end, brisent des fenêtres, changent les serrures? Parce que c'est là que ça mène. Ils se sentent en droit de l'avoir. Ils n'arrêteront pas. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Même si je bloquais le vol légal, il détruirait la paix. Il souillerait l'eau. Le sanctuaire était déjà violé. Trouvez-moi un acheteur, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Mais ça doit être rapide. Ça doit être fait avant qu'il ne découvre que je suis au courant. J'ai peut-être quelqu'un, dit Monsieur Bernard. Il était dans mon bureau hier à la recherche d'une propriété isolée. Il a de l'argent liquide et il est pressé. Mais Amélie, vous allez devoir faire un sacrifice sur le prix pour une vente rapide. Je me fiche du prix, dis-je en essuyant mes yeux. Je veux juste m'en sortir. J'ai quitté le travail plus tôt, prétextant une urgence familiale, ce qui était techniquement vrai. J'ai conduit directement à la mairie et j'ai déposé la révocation de la procuration. Le greffier l'a tamponné à 16h15. C'était un bouclier, mais un bouclier mince. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au lac. Je suis arrivé bien après la tombée de la nuit. Le chalet avait l'air sinistre au clair de lune, les ombres s'étirant sur la pelouse comme des doigts avides. Je n'ai pas allumé les lumières principales. Je ne voulais pas que les voisins, dont beaucoup étaient amis avec mes parents, sachent que j'étais là. Monsieur Bernard m'a retrouvé là-bas à 21h. Il a amené un homme avec lui. Amélie, voici l'adjudant Mercier, dit Monsieur Bernard, en présentant la grande silhouette debout dans l'ombre du porche. L'adjudant Mercier entra dans la faible lumière de la lanterne du porche. C'était un homme imposant, d'au moins 1m95, avec de larges épaules et une coupe de cheveux en brosse qui criait « Force de l'ordre ». Il portait des vêtements civils, un jean et une veste sombre. Mais il se tenait avec une posture rigide et alerte. Il semblait avoir la quarantaine, avec des yeux fatigués et un visage qui en avait trop vu. « Madame », il hocha la tête. « Monsieur Bernard me dit que vous avez une petite situation. » « C'est un euphémisme, dis-je en déverrouillant la porte. « Entrez. » Nous nous tenions dans la cuisine.
Je n'avais même pas enlevé mon manteau. Le chalet semblait froid, inhabité. Il semblait déjà ne plus être le mien. Je dois être franche, dis-je, regardant de Monsieur Bernard à Mercier. Ma famille essaie de voler ce chalet. Ils pensent qu'il leur appartient. Si je vous le vends, il pourrait se présenter. Il pourrait être agressif. Je ne veux pas vous refiler mes problèmes. Mercier se dirigea vers les portes coulissantes en verre et regarda le lac sombre. Il resta silencieux un long moment. Je suis gendarme, dit Mercier, sa voix profonde et rauque. J'ai passé 20 ans sur l'autoroute. Je gère des gens agressifs pour vivre. Franchement, je cherche un endroit où on me laissera tranquille. Si quelqu'un pénètre sur ma propriété, je sais comment le gérer. Il se retourna vers moi. M. Bernard dit que le prix demandé est de 450 000. La valeur marchande est de 500 000, intervint Monsieur Bernard. Mais pour un paiement comptant, avec une clôture de vente en 3 jours. Je vous donne 425 000 euros, dit Mercier. Comptant. Nous signons samedi. Je renonce aux inspections. Je renonce au bornage. Je le prends en l'état. Meubles inclus. Mon cœur se serra. 425 000 euros. C'était beaucoup d'argent. Assez pour rembourser mes prêts étudiants, acheter une nouvelle voiture et démarrer ma propre entreprise. Mais cela signifiait abandonner tout ce que j'avais construit. J'ai regardé les armoires de cuisine que j'avais peintes. J'ai regardé la cheminée où j'avais imaginé passer Noël seul à lire un livre. Puis j'ai pensé à ma mère hurlant dans mon bureau. J'ai pensé à mon père essayant de contrefaire ma signature. J'ai pensé à toute une vie passée à être le paillasson. Si je gardais le chalet, il gagnerait. Il m'userait. Il finirait par emménager et je serais relégué à la chambre d'amis dans ma propre maison. Mais si je le vendais à un gendarme, une sombre et froide satisfaction s'enroula dans mes entrailles. C'était la politique de la terre brûlée. Si je ne pouvais pas la voir, eux non plus. Et les regarder essayer d'intimider un homme comme l'adjudant Mercier serait une justice poétique que je savourerais pour le reste de ma vie. Vendu, dis-je en tendant la main. Mercier la serra. Sa poignée était comme du fer. Samedi matin. Étude notariale sur la rue principale. M. Bernard s'en occupe. Une condition. Dis-je, vous ne pouvez dire à personne qui l'a acheté. Pas avant que l'acte ne soit enregistré. Mes parents ont des amis en ville. S'ils découvrent que je vends, ils essaieront de déposer une injonction ou quelque chose de fou. Je tiens à ma vie privée, madame. Dit Mercier. Personne ne saura rien avant que j'emménage. Monsieur Bernard ouvrit sa mallette et posa le compromis de vente sur l'îlot de la cuisine. J'ai signé d'une main tremblante. Vous faites ce qu'il faut, Amélie, murmura Monsieur Bernard en remballant. Ce n'est qu'un chalet. Vous pouvez en construire un autre. Mais vous ne pouvez pas acheter votre liberté. Je sais, dis-je. Mais alors que je les regardais partir, me laissant seul dans le chalet vide pour la dernière fois, je ne me sentais pas encore libre. Je me sentais juste triste. J'avais 24 heures pour emballer ma vie personnelle et effacer mon existence de la propriété, et je devais le faire sans que personne ne me voie. Le compte à rebours était lancé et la course avait commencé. Mes parents pensaient qu'ils jouaient aux échecs, déplaçant des pièces pour me piéger. Ils ne réalisaient pas que je venais de renverser l'échiquier et de mettre le feu à la table. La nuit du vendredi arriva avec une obscurité lourde et suffocante. J'avais dit à mon bureau que je prenais un jour de congé maladie, mais je ne m'étais pas reposé une seconde. J'avais passé toute la journée en ville à acheter des cartons de déménagement robustes et du ruban adhésif, me préparant pour le déménagement le plus déchirant de ma vie. Je suis monté au chalet du lac dans mon pick-up, en gardant les phares éteints alors que je tournais sur le chemin de gravier. Je me suis garé à l'arrière, caché derrière le garage indépendant, juste au cas où Madame Gable, la voisine, regarderait par sa fenêtre. Madame Gable était une gentille vieille dame, mais elle jouait au bridge avec ma mère tous les mardis. Si elle me voyait charger des cartons tard un vendredi soir, la ligne directe des commérages serait activée en quelques minutes. J'ai déverrouillé la porte arrière et suis entré dans le silence. Le chalet sentait le cèdre et la bougie à la vanille que j'avais brûlé le week-end dernier. Il sentait ma maison, et dans moins de 12 heures, ce ne serait plus le cas. Je n'ai pas allumé les plafonniers. Au lieu de cela, j'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone et une petite lanterne de camping,
gardant l'éclairage faible et loin des fenêtres. Je me déplaçais comme une voleuse dans ma propre maison. L'adjudant Mercier avait acheté le chalet meublé, ce qui était une bénédiction déguisée. Cela signifiait que je n'avais pas à transporter le lourd canapé ou la table de salle à manger que j'avais mis des semaines à choisir. Mais j'avais aussi l'impression d'abandonner une partie de moi-même. J'ai commencé par la chambre. J'ai emballé mes vêtements, les quelques livres sur la table de chevet, et le couvre-lit que ma grand-mère avait cousu à la main il y a 40 ans. Ce couvre-lit était la seule chose qu'elle m'avait laissée que mes parents n'avaient pas essayé de réclamer. Je l'ai plié avec révérence, retenant mes larmes. Puis je suis passé au salon. J'ai enlevé les photos encadrées sur le manteau de la cheminée. Des photos de moi couvertes de sueur, souriant à côté du premier mur que j'ai monté. Des photos du lever de soleil sur le lac. Des photos de mon chien, Hector, décédé l'année dernière. J'ai enveloppé chaque cadre dans du papier journal, les mains tremblantes. Chaque objet que je touchais déclenchait un souvenir. La lame de plancher que j'avais réparée. Le châssis de fenêtre que j'avais remplacé. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était un journal de ma résilience. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de beau sans l'aide de mes parents. Et maintenant, à cause de leur cupidité, je devais m'effacer de cet endroit. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me surprenant si fort que j'ai failli laisser tomber un vase. C'était un texto de Chloé. « Salut, sœurette. Maman a dit que tu faisais des difficultés. Ne sois pas une gamine. Julien et moi regardons les couleurs pour la chambre du bébé. On pense au vert sauge pour la chambre du bébé. Ta chambre actuelle, lol. Dis-nous quand on peut venir prendre les mesures. » L'audace était à couper le souffle. Ta chambre actuelle, lol. Elle était déjà en train de mesurer mentalement les rideaux d'une pièce dans laquelle je me trouvais actuellement. Elle ne me voyait pas comme une personne perdant sa maison. Elle me voyait comme un obstacle à sa gratification. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Si je répondais, je crierais et je devais rester silencieuse. Je suis allé au garage et j'ai chargé mes outils. Ma scie circulaire, mes perceuses, ma ponceuse. C'étaient les armes que j'avais utilisées pour combattre la décrépitude de ce chalet. Maintenant, je battais en retraite. À 3 heures du matin, le camion était plein. J'ai fait un dernier tour du chalet. Il avait l'air étrange. Les meubles étaient toujours là, mais l'âme était partie. Les touches personnelles, les plaids, les photos, les petits bibelots étaient tous emballés. Il ressemblait à une maison témoin, froide, impersonnelle, prête pour un étranger. Je me suis assise sur le sol de la cuisine un instant, le carrelage froid s'infiltrant dans mon jean. Je me suis autorisé à pleurer pendant exactement 5 minutes. J'ai vérifié ma montre. 5 minutes de deuil pour 3 ans de labeur. Puis j'ai essuyé mon visage, je me suis levé et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas me le permettre. Le samedi matin se leva gris et couvert, assorti à mon humeur. J'avais dormi peut-être 2 heures dans la cabine de mon camion, garé sur le parking d'un carrefour à Deville-de-la pour éviter d'être vu. À 8h45, je me suis garé devant l'étude du notaire sur la rue principale. L'étude était officiellement fermée le samedi, mais M. Bernard avait demandé une faveur. Les lumières étaient faibles à l'intérieur et les stores étaient baissés. Cela ressemblait moins à une transaction immobilière qu'à une opération militaire secrète. Monsieur Bernard était là, l'air fatigué, sirotant un grand café. L'adjudant Mercier était là aussi. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins sombre, mais tout aussi intimidant. Il portait un polo gris qui tendait sur ses biceps, et son attitude était calme, presque ennuyée. « Bonjour », grogna Mercier en entrant. « Bonjour », répondis-je, la voix rauque. J'ai tout sorti. Le chalet est prêt. Le clerc de notaire, une femme nerveuse nommée Brenda, ironiquement le même prénom que ma mère, fit glisser une pile de papier vers moi. « D'accord, Amélie, c'est une vente au comptant standard, dit-elle en tournant les pages rapidement. Signé ici pour le transfert de propriété. Signé ici pour l'acte de vente des biens personnels. Signé ici pour l'attestation de propriété. J'ai signé, signé et encore signé. Ma signature, celle que mes parents prévoyaient de contrefaire, coulait sur les pages à l'encre noire. À chaque trait de stylo, je sentais un lien se rompre. Signature. Le chalet n'est plus à moi.
Signature. Le jardin n'est plus à moi. Signature. Les souvenirs ne sont plus à moi. Et enfin, dit Brenda, en poussant un reçu sur la table. Voici la confirmation du virement bancaire. 425 000 € ont été envoyés sur votre compte. Selon votre banque, cela devrait être crédité d'ici lundi matin. J'ai regardé le chiffre. C'était une fortune. C'était la liberté. C'était une nouvelle vie. Mais en le regardant, je me sentais juste vide. Voici les clés, dis-je, en faisant glisser le lourd trousseau en laiton sur la table en acajou vers l'adjudant Mercier. Porte d'entrée, porte arrière, garage et la remise. Mercier ramassa les clés, sa grande main se refermant sur elle. Je dois vous avertir à nouveau, dis-je en le regardant dans les yeux. Ma famille, ils ne savent pas que j'ai vendu. Ils pensent que je suis juste têtu. Ils ont une clé cachée sous le paillasson du porche d'entrée. Je l'ai enlevée la nuit dernière, mais ils pourraient essayer de l'utiliser. Mercier hocha lentement la tête. S'ils ont une clé et qu'ils l'utilisent, c'est une chose. S'ils entrent par effraction parce que la clé a disparu, c'en est une autre. Ils pourraient se présenter demain, continuai-je, ma voix tremblant légèrement. Le dimanche est leur journée familiale habituelle. Ils pourraient essayer d'inspecter la propriété. Laissez-les venir, dit Mercier, un petit sourire froid effleurant ses lèvres. Je vais emménager quelques cartons aujourd'hui. Je serai là tout le week-end. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal, dis-je automatiquement, le vieil instinct protecteur reprenant le dessus. Puis je fis une pause. En fait, faites simplement ce que vous avez à faire. Je respecte la loi, madame. Dit Mercier. Je vous suggère de rester loin d'ici pendant quelques jours. Si les choses tournent mal, vous ne voulez pas être dans le rayon de l'explosion. Ne vous inquiétez pas, dis-je en me levant et en serrant la main de monsieur Bernard. Je suis déjà parti. Je suis sorti de l'étude notariale dans l'air frais du matin. J'ai vérifié mon application bancaire. Le dépôt en attente était là. La transaction était terminée. J'étais techniquement sans abri, riche et terrifié, tout à la fois. J'ai conduit mon camion jusqu'à la sortie de la ville, à une station-service près de la bretelle d'autoroute. Je devais faire une dernière chose pour m'assurer que le piège était tendu. Je connaissais mes parents. Je savais comment ils fonctionnaient. S'ils pensaient que j'étais au chalet du lac pour le garder, ils hésiteraient. Ils détestaient la confrontation quand j'étais réellement présente et en colère. Ils préféraient frapper quand j'étais faible ou absente. C'étaient des lâches qui préféraient manipuler les situations dans mon dos. Donc, je devais leur donner une ouverture. Je devais leur faire croire que le château était sans garde. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, non plus de peur, mais d'adrénaline. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, celle que j'avais mise en sourdine, mais pas encore quittée. J'ai tapé un message. Je ne peux pas supporter cette pression en ce moment. Je pars en voyage d'affaires à Lyon pour la semaine pour me vider la tête. Ne me contactez pas. Je serai de retour samedi prochain et nous pourrons en parler. J'ai fixé le message. C'était l'appât parfait. Voyage d'affaires signifiait que j'étais physiquement loin. Lyon était à 5 heures de route, ce qui signifiait que je ne pouvais pas revenir rapidement. Nous pourrons en parler, leur donner un faux espoir que j'hésitais, que je pourrais capituler. Mais plus important encore, cela leur disait, le chalet du lac est vide. Amélie est partie. C'est votre chance. J'ai appuyé sur envoyer. Presque immédiatement, les confirmations de lecture sont apparues. Ils étaient scotchés à leur téléphone. 5 minutes plus tard, un texto de papa est arrivé. Bien. Tu as besoin de temps pour réfléchir à tes priorités. Conduis prudemment. C'était si condescendant. Si méprisant. Il se fichait que je sois contrarié. Il se souciait seulement que je sois hors de son chemin. Il voyait probablement mon voyage comme une fenêtre d'opportunité commode pour y aller, changer les serrures, et créer une situation de possession vos titres avant mon retour. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus rien voir. J'ai pris l'autoroute, en direction du sud, loin du lac, loin de la ville, loin de tout. J'avais réservé une chambre dans un spa à 3 heures de là. C'était cher, mais je venais de gagner un demi-million d'euros, alors je me suis dit que je pouvais me permettre un massage et un peignoir. Au fil des kilomètres,
le nœud dans ma poitrine a commencé à se desserrer. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas responsable du chalet du lac. Si une canalisation éclatait, ce n'était pas mon problème. Si le toit fuyait, ce n'était pas mon problème. Et si une famille de narcissiques essayait d'entrer par effraction, ce n'était certainement pas mon problème. J'ai imaginé l'adjudant Mercier au chalet. Je l'ai imaginé déballant son équipement. J'ai imaginé sa voiture de service garée dans le garage, à l'abri des regards. Mes parents pensaient qu'ils entraient dans un chalet vide pour réclamer leur prix. Ils pensaient être les prédateurs. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans l'antre d'un ours beaucoup plus gros et beaucoup plus dangereux. J'ai monté le son de la radio et j'ai chanté sur une chanson que je n'aimais même pas. Le pont était brûlé. Le piège était tendu. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre le claquement. Le dimanche matin au spa était surréaliste. Pendant que j'étais enveloppé dans un peignoir blanc moelleux, sirotant de l'eau au concombre et attendant un massage aux pierres chaudes, ma famille fonçait sans le savoir droit dans un guêpier. J'avais mis mon téléphone en mode ne pas déranger, n'autorisant que les appels de ma liste de favoris. Cette liste était très courte, Monsieur Bernard et la ligne non urgente de la gendarmerie locale, que j'avais ajoutée au cas où. J'ai essayé de me détendre, mais mon esprit revenait sans cesse au chalet du lac. J'imaginais la longue allée sinueuse bordée de pins. J'imaginais la lourde porte d'entrée en chêne. Je me demandais si l'adjudant Mercier était là. Était-il en train de boire son café sur la terrasse? Déballait-il son uniforme? Ou était-il assis dans le noir, attendant? Vers midi, alors que je prenais un déjeuner léger, j'ai vérifié mon dossier de messages bloqués. C'était une habitude masochiste, je sais, mais j'avais besoin de suivre leurs mouvements. Il y avait un texto de Chloé à 10 h du matin. En route pour le lac. Maman a préparé un pique-nique. Trop hâte de mesurer la chambre du bébé. Merci d'être parti. Ça rend les choses moins gênantes. Puis un texto de maman à 11 h 30. On s'arrête pour l'essence. Papa apporte sa boîte à outils au cas où la porte arrière coince encore. Je t'aime. Bisous. Je t'aime. Bisous. L'expression me donnait la nausée. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait que je sois absente. Elle aimait penser qu'elle avait gagné. J'ai rangé le téléphone. Le piège était tendu. Ils y étaient presque. J'ai appris plus tard la chronologie exacte des événements grâce à une combinaison du rapport de gendarmerie officiel, de la déposition de l'adjudant Mercier et du récit incroyablement détaillé et enthousiaste de Monsieur Bernard. Apparemment, la caravane familiale est arrivée à la propriété à exactement 12 h 15. Ils ne sont pas venus dans une seule voiture. Ils sont venus dans deux. Papa et maman étaient dans leur berline, et Julien conduisait un camion de location. Un camion de location. Ils n'étaient pas seulement venus pour mesurer. Ils étaient venus pour emménager. Ils prévoyaient de décharger les meubles de Chloé, de probablement mettre mes affaires au garage ou à la poubelle, et d'établir leur résidence avant même mon retour de mon faux voyage à Lyon. Ils allaient squatter mon chalet et me mettre au défi d'expulser une femme enceinte. Madame Gable, ma voisine curieuse, a dit plus tard à la gendarmerie qu'elle les avait vus arriver. Elle a dit, François, mon père, est sorti de la voiture avec l'air de posséder l'endroit, montant les marches du perron d'un pas conquérant qui suggérait qu'il était le roi du château. Il a soulevé le paillasson. Il s'est figé. Il a retourné le paillasson d'un coup de pied. Il a vérifié le pot de fleurs. Il a vérifié le haut du cadre de la porte. Pas de clé. Je ne peux qu'imaginer la conversation. Maman lui a probablement dit de vérifier à l'arrière. Julien est probablement resté là, l'air inutile. Chloé s'est probablement plainte d'avoir mal aux pieds. Ils ont passé 20 minutes à tourner autour du chalet comme des vautours. Ils ont essayé chaque fenêtre, verrouillée. Ils ont essayé les portes coulissantes, verrouillées et bloquées par une barre de sécurité. Mon chalet était une forteresse et ils étaient les barbares aux portes, réalisant pour la première fois que le pont-levis était relevé. Selon la déclaration donnée à la gendarmerie, le point de rupture est survenu à 12 h 45. François était furieux. Dans son esprit, c'était la propriété de sa famille. J'étais juste la fille ingrate qui se trompait sur la propriété. Il a décidé qu'il avait le droit moral, sinon le droit légal, d'entrer. Il est allé au camion de location et a récupéré un pied de biche. Madame Gable a regardé depuis sa fenêtre mon père se diriger vers l'arrière du chalet,
vers les magnifiques portes-fenêtres de la cuisine. Celle que j'avais fait installer pour 2000 € parce qu'elle laissait entrer la quantité parfaite de lumière matinale. Il n'a pas seulement fait sauter la serrure. Il a brisé la vitre. Le son a dû résonner à travers le lac silencieux. Il a passé la main à travers le trou déchiqueté, a déverrouillé le loquet et a ouvert les portes en grand. Allez, aurait-il crié à la famille. On est dedans. Ils sont tous entrés. Maman, Chloé et Julien. Ils sont entrés dans la cuisine, leurs chaussures crissant sur le verre brisé, se sentant probablement triomphants. Ils étaient à l'intérieur. Ils avaient gagné. Mais ils n'étaient pas seuls. L'adjudant Mercier était assis dans le fauteuil du salon, lisant un livre. Il n'avait pas bougé quand ils ont frappé. Il n'avait pas bougé quand ils ont fait le tour du chalet. Il n'avait même pas bougé quand la vitre s'est brisée. Il a attendu qu'il soit complètement à l'intérieur, en violation de sa propriété. Puis il s'est levé. Mercier est un grand homme. Dans l'espace confiné du salon, il a dû paraître comme une montagne. Il portait son holster de porc dissimulé hors service, visible sur sa hanche. « Je peux vous aider ?» a demandé Mercier, sa voix calme mais retentissante. Mon père, l'adrénaline au maximum et nourri par son sentiment de droit, n'a pas reculé. Il a vu un étranger dans le chalet de sa fille. « Qui diable êtes-vous » a crié papa en s'avançant. « Qu'est-ce que vous faites dans le chalet de ma fille ? Sortez avant que j'appelle les gendarmes. »« Je pense que vous devriez les appeler, » répondit froidement Mercier. « Mais je suis le propriétaire de ce chalet. Et vous venez d'y entrer par effraction. »« Menteur !» a crié maman. « Ma fille est propriétaire de ce chalet. Elle est à Lyon. Vous êtes un squatteur. François, mets-le dehors. » C'était le moment où une personne intelligente se serait arrêtée. Une personne intelligente aurait posé des questions. Mais mon père n'était pas intelligent. Il était arrogant. Il a levé le pied de biche. Ce n'était pas nécessairement une frappe. Peut-être juste un geste menaçant, mais pour un agent des forces de l'ordre, c'est une menace mortelle. Lâchez l'arme, ordonna Mercier, sa voix passant en mode professionnel. Lâchez-la maintenant. Papa a hésité. Sortez de eux. Mercier n'a pas attendu. Il a comblé la distance en 2 pas. Il a attrapé le poignet de papa, l'a tordu, et le pied de biche a retenti sur le sol. Avant que papa puisse même comprendre ce qui se passait, il a été retourné et plaqué face contre le mur. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile aggravé, a annoncé Mercier. Julien, le lâche qu'il est, a apparemment essayé de ressortir par la porte brisée, mais a trébuché sur ses propres pieds. Chloé s'est mise à crier hystériquement. Maman a essayé d'attraper le bras de Mercier pour le retirer. « Papa, ne me touchez pas, madame. » a aboyé Mercier. « Reculez ou vous êtes la prochaine. » Mercier a sorti son téléphone d'une main tout en maintenant papa plaqué de l'autre. Il a composé le 17. Ici l'adjudant Mercier, matricule 4922. J'ai un intrus en garde à vue à ma résidence. Demande d'unité locale pour le transport. Suspect combatif. Le silence qui a suivi, alors que ma famille réalisait à qui elle avait affaire, a dû être délicieux. Je sortais juste de la salle de massothérapie, sentant la lavande et l'eucalyptus, quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un numéro bloqué. C'était la gendarmerie locale. « Allô » répondis-je, mon cœur battant la chamade malgré la relaxation que je venais de m'offrir. « Est-ce bien Amélie Vance » demanda une opératrice. « Oui, c'est moi. »« Madame, nous avons une situation à l'adresse expurgée. Nous avons 4 individus en détention. Ils prétendent être votre famille. Ils affirment que vous leur avez donné la permission d'entrer dans la propriété. » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Je n'ai donné à personne la permission d'entrer, » dis-je clairement. « J'ai vendu cette propriété hier. Le propriétaire est monsieur Mercier. S'ils sont dans son chalet, ils sont en violation de domicile. Vous l'avez vendu ? » L'opératrice semblait surprise. « D'accord, cela correspond à la déclaration de monsieur Mercier. »« Un instant, s'il vous plaît. » Il y eut une conversation étouffée à l'autre bout du fil. Puis une voix familière est venue en ligne. C'était le sergent Miller,
un gendarme local que je connaissais du lycée. Amélie, c'est Miller. Écoute, c'est le bazar ici. Ton père est menotté. Il crie que tu l'as piégé. Ta mère pleure. Ta sœur, eh bien, elle est hystérique. Mercier porte plainte. Il ne démord pas. Mon père est-il entré par effraction? Demandai-je. Oui. Il a défoncé les portes-fenêtres. Mercier dit que ton père a levé un pied de biche sur lui. C'est une agression, Amélie, sur un dépositaire de l'autorité publique, techniquement, puisque Mercier s'est identifié. C'est du domaine du crime grave. Je vois, dis-je. Je ressentais un étrange détachement, comme si j'entendais le scénario d'un film. Veux-tu venir ici? Demanda Miller. Il te réclame. Ta mère n'arrête pas de dire que tu vas tout arranger. J'ai regardé par la fenêtre du spa le jardin paisible à l'extérieur. J'ai pensé aux 3 années de labeur que j'avais investies dans ce chalet. J'ai pensé à la demande de cadeau de naissance. J'ai pensé au stratagème de la signature contrefaite. Non, dis-je fermement. Je suis à Lyon pour affaires. Ah oui. Tu es à Lyon, répéta Miller, comprenant mon message. S'il vous plaît, dites à monsieur Mercier que je suis vraiment désolé pour les dégâts causés à sa maison. Je suis sûr que son assurance couvre cela. Quant aux personnes que vous avez arrêtées, je ne peux pas les aider. Ce sont des adultes qui sont entrés par effraction dans la maison d'un étranger. Compris, Amélie, dit Miller, sa voix s'adoucissant. Entre toi et moi, ils l'ont un peu mérité. Mercier est un bon gars, mais il ne plaisante pas. Je sais, dis-je. Au revoir, Miller. J'ai raccroché. Je me suis assise sur un banc dans le couloir du spa et j'ai fixé le mur. C'était fait. Mon père allait en prison. Ma mère était humiliée. Ma sœur n'avait pas eu son chalet. J'ai attendu que la culpabilité me frappe. J'ai attendu de me sentir comme une mauvaise fille. Mais la culpabilité n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. C'était le poids de l'obligation. Le poids d'être la bonne fille qui réparait toujours leurs bêtises. Je ne réparais pas celle-ci. Je me suis levé, j'ai resserré la ceinture de mon peignoir et je suis retourné à la réception. Excusez-moi, dis-je à l'employé. Je pense que j'aimerais ajouter un soin du visage à mon forfait aujourd'hui. J'ai tout mon temps. Pendant que mon père se faisait prendre ses empreintes digitales et était placé en cellule de dégrisement, je me faisais un masque à la boue. C'était froid. C'était calculé. Et ce fut l'après-midi le plus libérateur de ma vie. Je ne suis pas rentré de mon voyage d'affaires avant 5 jours. Au moment où je suis revenu en ville, la poussière était retombée, mais les décombres étaient spectaculaires. J'ai eu le compte rendu complet de tante Sylvie. Tante Sylvie est la sœur aînée de ma mère, mais contrairement à Isabelle, Sylvie a un compas moral fonctionnel et une très faible tolérance pour les bêtises. Elle m'a appelé un mardi soir, semblant à la fois épuisée et justifiée. Amélie, ma chérie, dit-elle, sa voix crépitant dans le haut-parleur de la voiture. Tu as vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière cette fois. Papa va bien? Demandai-je. Je ne le voulais pas mort. Je voulais juste qu'il soit arrêté, physiquement. Oui. Il a passé 24 heures en garde à vue avant que ta mère ne puisse rassembler l'argent de la caution. Ils l'ont fixé à 5 000 € à cause de l'accusation d'agression sur l'adjudant Mercier. Il a agressé un gendarme, Sylvie, lui rappelai-je. Il a de la chance de ne pas s'être fait tirer dessus. Oh, je sais. Et François le sait aussi. Maintenant que l'alcool et l'adrénaline sont retombés, il fait face à des accusations criminelles pour violation de domicile, plus l'agression. Comme Mercier est un agent des forces de l'ordre, le procureur n'est pas intéressé par des arrangements en ce moment. Ils veulent en faire un exemple. Et maman? Isabelle est anéantie, soupira Sylvie. Elle blâme tout le monde sauf elle-même. Elle te blâme d'avoir vendu le chalet. Elle blâme monsieur Bernard d'avoir traité la vente. Elle blâme même la porte-fenêtre d'être trop facile à casser. Elle essaie actuellement de trouver un avocat pénaliste qui acceptera un plan de paiement parce que, et c'est le clou du spectacle, ils n'ont pas l'argent. J'ai froncé les sourcils. Et leurs économies pour la retraite? Papa se vantait toujours de son pécule. Disparu, dit Sylvie sans embâche.
Ou, enfin, bloqués. Apparemment, ils en ont prêté une grosse partie à Chloé et Julien l'année dernière pour rembourser les dettes de carte de crédit de Julien. Ils comptaient sur toi pour leur donner le chalet du lac afin que Chloé n'ait pas à payer de loyer. C'était leur plan de retraite, Amélie. Vivre de ta générosité. La réalisation m'a frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau de naissance. C'était une stratégie parasitaire à long terme. Ils avaient misé tout leur avenir sur ma docilité, et quand j'ai refusé de suivre, ils ont fait faillite. Les répercussions se sont poursuivies pendant des semaines. François, mon père, avait travaillé comme chef d'équipe dans un entrepôt logistique pendant 20 ans. C'était un bon travail, mais il exigeait un casier judiciaire vierge car il manipulait des marchandises sensibles. Quand la nouvelle de son arrestation apparut dans le journal local, un homme de la région arrêté pour effraction au domicile d'un gendarme, son employeur l'a immédiatement suspendu. 2 semaines plus tard, lorsque les accusations ont été formellement déposées, ils l'ont licencié. À 58 ans, avec une accusation de crime en instance et un mal de dos, François était inemployable. Il a essayé de m'appeler une fois depuis un téléphone prépayé parce que j'avais toujours son numéro principal bloqué. J'ai répondu en pensant que c'était un client. Amélie, sa voix était rauque, brisée. Tu dois leur dire que c'était une erreur. Dis-leur que je t'avais donné la permission. Si tu ne le fais pas, je vais perdre ma retraite. Je ne peux pas mentir à la gendarmerie, papa, dis-je calmement. Ce serait un parjure. Tu es entré par effraction dans un chalet qui ne m'appartenait plus. Tu as fait ce choix. Petite ingrate, j'ai raccroché. C'était la dernière fois que je parlais à mon père. 6 mois se sont écoulés depuis le raid du dimanche, comme l'appelle tante Sylvie. La dynamique familiale n'a pas seulement changé, elle a complètement implosé. Sans le chalet du lac et avec leur crédit ruiné par les frais de justice, Chloé et Julien n'avaient nulle part où aller. Ils ne pouvaient pas se permettre un nouvel appartement, surtout avec le bébé en route. Alors, ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont emménagé chez mes parents. Cela ressemble à une intrigue de sitcom, mais selon Sylvie, c'est un film d'horreur. La maison de mes parents est une maison de plein pied avec 3 chambres, mais une chambre est le bureau de papa, qui est en réalité juste une salle de télévision. Et l'autre est remplie des fournitures de bricolage que maman accumule. Cela laissait Chloé et Julien à l'étroit dans l'ancienne chambre d'adolescente de Chloé. Chloé a donné naissance à une petite fille il y a 2 mois. J'ai envoyé une carte et un bon d'épargne pour le bébé. Générique, poli, distant. Je ne suis pas allé la voir. Le stress d'un nouveau-né combiné à François au chômage et en colère et Isabelle envahissante était trop. Les murs étaient fins et les nerfs à vif. Julien a tenu 4 mois. Tante Sylvie m'a dit que lui et François en sont venus aux mains à propos du réglage du thermostat. Julien a fait ses valises cette nuit-là et est retourné vivre chez sa propre mère. Lui et Chloé sont actuellement séparés et des papiers de divorce sont probablement à l'horizon. Alors maintenant, Chloé est une mère célibataire vivant dans sa chambre d'enfant, piégée avec 2 parents amers et vieillissants qui se noient lentement dans les dettes. L'enfant prodige a perdu son éclat. Elle n'est plus la princesse. Elle est une autre bouche à nourrir, un autre fardeau sur leur navire en perdition. Et qui blâme-t-il? Moi. Ils disent à qui veut bien l'entendre, voisins, membres de l'église, parents éloignés, que je suis un monstre qui les a manipulés, a volé leur héritage et a détruit le mariage de Chloé. Amélie est morte pour nous, aurait dit maman à Madame Gable à l'épicerie. Quand j'ai entendu ça, je ne me suis pas senti triste. Je me suis senti soulagé. Être morte pour eux signifier qu'ils arrêteraient d'essayer de me saigner à blanc. C'était la mort la plus paisible imaginable. L'adjudant Mercier, d'ailleurs, a finalement retiré la plainte pour agression, mais seulement après que papa a plaidé coupable à une accusation moindre de violation de domicile et a accepté 2 ans de probation. Papa a dû payer des dédommagements pour la porte cassée et le préjudice moral. Mercier vit toujours dans le chalet du lac. Je suis passé devant une fois, de loin. J'ai vu sa voiture de service dans l'allée et une nouvelle clôture beaucoup plus solide autour du périmètre. L'endroit avait l'air sûr. Il avait l'air protégé. J'étais contente. Quant à moi, j'écris ceci depuis la terrasse d'un petit café à Nice. Après la vente, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester dans la même ville. Le cabinet d'architecture paysagère pour lequel je travaillais était super, mais les souvenirs étaient trop proches. J'avais besoin d'un nouveau départ.
J'ai pris les 425 000 euros, moins les impôts, bien sûr, et j'ai fait un plan. J'ai remboursé intégralement mes prêts étudiants. C'était les premiers 40 000 euros partis et c'était une sensation incroyable. Ensuite, j'ai remboursé mon camion. Avec l'argent restant, je n'ai pas acheté une nouvelle maison. Pas encore. J'ai réalisé que mon obsession pour le chalet du lac avait été une tentative de construire une forteresse pour me protéger. Maintenant que la menace avait disparu, je n'avais plus besoin d'une forteresse. J'avais besoin de vivre. J'ai acheté un grand camping-car. J'ai emballé ma vie, quitté mon travail et pris la route. Je travaille actuellement comme conceptrice de jardins indépendante, consultant via Zoom pour des clients dans tout le pays. Je voyage là où le temps est clément. Je me réveille avec des vues différentes chaque semaine, montagne, océan, désert. J'ai de l'argent en banque. Je n'ai aucune dette. Et pour la première fois en 33 ans, je ne dois de compte à personne. Parfois, tard dans la nuit, je pense au chalet du lac. L'odeur de la terrasse en cèdre me manque. La façon dont la lumière frappait l'eau me manque. Ça fait mal de savoir que j'ai mis toute mon âme dans cet endroit pour devoir le vendre afin d'échapper à ma propre famille. Mais ensuite, je me souviens de l'alternative. Je me souviens du regard sur le visage de ma mère quand elle a exigé que je signe l'acte. Je me souviens du sentiment d'être petite, d'être utilisée, de n'être rien de plus qu'une ressource à exploiter. Si j'avais gardé le chalet, je serais toujours dans ce cycle. Je me battrais contre chaque week-end. Je serais misérable. J'ai échangé des briques et du bois contre ma santé mentale. C'était un prix élevé, mais c'était un échange équitable. Ma thérapeute, oui, j'en ai enfin une, dit que ce que j'ai fait était un acte d'auto-préservation radicale. Elle dit que parfois, il faut brûler le pont pour empêcher l'ennemi de vous suivre. Je ne sais pas si ma famille apprendra un jour sa leçon. Probablement pas. Les narcissiques le font rarement. Ils trouvent juste de nouvelles victimes ou s'enfoncent plus profondément dans leur délire de victimisation. Mais ce n'est plus mon histoire à gérer. J'ai une nouvelle histoire maintenant. C'est juste moi, la route et le silence. Et cette fois, le silence n'est pas coûteux. Il est gratuit.